Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver donc, pour cette nouvelle émission avec encore un invité, je pense, avec qui il va être passionnant d'échanger. Alors tout d'abord, je tenais à profiter de cette petite introduction pour exprimer mes plus vifs remerciements à une chaîne justement YouTube qui s'appelle Livre Noir et qui m'a invité donc, pour un long entretien. C'était donc il y a quelques jours et c'était l'occasion de répondre à plusieurs questions justement que peut-être vous vous posez. Alors si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez visionner à nouveau cet entretien que j'ai accordé et pour cela rien de plus simple, on va mettre le lien en description sous cette vidéo. Alors notre invité cette semaine, eh bien inutile de le présenter, je crois que tout le monde le connaît, puis ça va être justement l'occasion d'en parler justement plus en détail de son parcours dans cette première partie, puis bien sûr de l'actualité. C'est Henri Guénaud. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je crois que c'est la première fois en plus que j'ai le plaisir de vous recevoir dans Les Incorrectibles, autant dans une vie passée sur un média que depuis que nous sommes sur YouTube. Donc merci beaucoup d'avoir enfin accepté de répondre à mes questions. Alors tout d'abord, on va revenir, si vous le voulez bien, c'est un petit peu la tradition dans cette émission, un tout petit peu quand même sur vous. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais on va quand même essayer un tout petit peu. Vous avez grandi dans les années 60 et surtout 70. Tout d'abord, une question assez générale. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Ah, c'est la fin des 30 Glorieuses, hein, les années 60, fin le début des années 70. Donc c'est une époque qui était marquée par l'espérance. C'est-à-dire que tout le monde pensait que sa vie serait meilleure demain et que la vie de ses enfants serait meilleure que la sienne. C'est une époque où beaucoup de gens avaient connu la guerre, les privations, voire même pour les plus âgés, la Première Guerre mondiale. Donc il y avait le sentiment d'une époque où on pouvait espérer quelque chose de l'avenir, où la paix semblait acquise, où le progrès économique, social, progrès aussi progrès des connaissances, voilà, était à l'ordre du jour. C'est-à-dire, personne ne mettait en cause le progrès, par exemple. Aujourd'hui, on discute sans arrêt de la question de savoir quelle est l'ambivalence du progrès, ses avantages, ses inconvénients. À l'époque, toutes ces questions-là ne se posaient pas. Voilà. Et puis, c'est une époque où, au fond, les choses, elle avait ses défauts, comme toutes les époques. Elle a été marquée aussi, on en parlera peut-être par mai 68, mais 68 ne concernait qu'une petite partie de la jeunesse. Hein. La jeunesse plutôt privilégiée. C'était une époque de liberté quand même, on peut le dire. C'est une époque où on se sentait libre. Alors peut-être qu'on jugerait aujourd'hui qu'on n'était pas si libre que ça, parce qu'il y avait encore des pesanteurs morales ou culturelles. Mais on se sentait plus libre. D'abord, on ne vivait pas, encore une fois, dans l'angoisse du lendemain, de la précarité, parce qu'il y avait le plein emploi et que les gens savaient que s'ils perdaient leur emploi, ils en trouveraient un autre très, très, très vite. Et c'est une époque où, après tant d'épreuves passées, on respirait. Une fois que la guerre d'Algérie, ça a été terminé, il n'y avait plus de drame, au fond. Enfin, il n'y avait plus de drame qui nous touchait directement. Et donc, on respirait bien dans cette époque-là. Là, on se posait pas de questions angoissantes. Il n'y avait pas d'angoisse dans cette époque. Et donc, au fond, une certaine forme de bonheur. Voilà, les gens étaient plutôt heureux de vivre, même si la vie était parfois difficile. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant ? Oui, c'est toujours... Enfin, je pense que c'est une formule dont on peut se dispenser. Ce qui était d'une certaine façon mieux avant, c'est que les gens se sentaient mieux dans leur peau. Voilà. Est-ce que le monde était meilleur ? Est-ce que, vous savez, il y avait aussi il y avait des conflits dans le monde. Après la guerre d'Algérie, ça ne touchait plus. Le traumatisme avait été suffisamment important. On avait clos la période de la décolonisation, mais il y avait la guerre du Vietnam pour les Américains. Il y avait la guerre froide. Mais au fond, tout ça n'affectait pas tellement le bonheur de vivre. Beaucoup de gens étaient passés des bidonvilles aux grands ensembles. Alors les grands ensembles aujourd'hui nous paraissent une horreur absolue. Et c'est pas le meilleur héritage qu'on ait laissé aux générations futures. Mais à l'époque,
c'était un vrai progrès. C'est-à-dire les gens découvraient la salle de bain, la cuisine, équipée, l'eau courante, etc. Enfin, voilà, les choses semblaient destinées à être de mieux en mieux. Alors, il y avait aussi, par rapport à la période actuelle, ce sentiment que les choses étaient à leur place. Voilà, c'était... alors, il ne faut pas que les choses restent toujours à la même place, mais il n'empêche. Le président de la République était à sa place. Alors, il faut dire, c'était le général de Gaulle. C'est plus le cas aujourd'hui. On mesure la différence. Voilà. Le premier s'appelait Georges Pompidou, enfin à partir de 62. Avant, c'était Michel Debré, là aussi. Donc le gouvernement était à sa place, le président à la sienne, la justice était à sa place, l'économie était à la sienne. Enfin, alors aujourd'hui, on a l'impression que plus rien n'est à sa place. Voilà, c'est une espèce de grand désordre. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut toujours conserver l'ordre établi, mais entre l'ordre établi qui peut parfois sembler pesant et puis le désordre absolu que nous vivons, je pense que c'était l'ordre établi de cette époque-là était plus rassurant quand même. Voilà. Ça n'empêchait pas les grèves, les protestations. Voilà, est-ce qu'avec le recul, on ne peut pas se dire que c'est dans ces années 70 et 80 que le sort de la France s'est joué, que le déclin a véritablement commencé justement? Bon, je dirais fin des années 70, début des années 80. C'est voilà. En 74, il y a la mort de Georges Pompidou, l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être la première faute, c'est d'avoir pensé que on allait rentrer dans une ère de modernité qui allait être très différente de la précédente. Peut-être qu'il y avait un besoin d'appel d'air. Mais je ne crois pas que cette époque-là nous ait fait faire beaucoup de progrès dans la voie du bonheur, précisément, ou de l'accomplissement des rêves des uns et des autres. En plus, ça a été la période aussi des deux chocs pétroliers, faut s'en souvenir. Donc, c'est la période d'une cassure, c'est-à-dire on va sortir des 30 Glorieuses, et on gère assez mal cette période de sortie des 30 Glorieuses. On subit encore les conséquences. On n'a pas su gérer cette période qui, avec le recul, apparaît quand même, encore une fois, malgré tous les défauts. L'agriculture hyper intensive, l'urbanisme parfois très mal conçu, le règne de l'automobile, la pollution. Bon, très bien, tout ça est une réalité, mais malgré tout, ces 30 Glorieuses, elles nous ont, au-delà même de l'ambiance, climat psychologique de cette époque, elles nous ont appris quelque chose. Elles nous ont appris qu'on pouvait canaliser la puissance créatrice du capitalisme. C'est-à-dire c'est l'époque où on a vu apparaître les systèmes de protection sociale, on a réglementé l'économie parce qu'on avait des souvenirs très douloureux de la Grande Dépression des années 30. On a tiré les leçons à la fois de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui avait précédé, et on a accompli des choses qu'on pensait en fait impossibles, et que de nouveau on pense impossible. Encore une fois, par exemple, canaliser la force du capitalisme, la force créatrice du capitalisme, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît presque impossible à la plupart des responsables politiques, mais aussi des citoyens. On a l'impression qu'il y a une forme de résignation, qu'on ne peut pas aller contre tout cela, ou alors on sort du capitalisme, donc on a les résignés à un capitalisme de plus en plus sauvage, et puis ceux qui veulent détruire le capitalisme. C'est une vieille histoire, les deux nous conduisant au désastre, parce que les premiers conduisent
non seulement à des formes d'injustice d'inégalité qui deviennent très vite insupportables, mais aussi à une autodestruction de l'économie par elle-même, enfin du capitalisme par lui-même. On l'a vu avec les crises financières, avec les crises économiques, le capitalisme comme la concurrence ont besoin d'être régulés. Donc, quand on abandonne la régulation, on finit par ne plus avoir que la loi du plus fort, et la loi du plus fort, elle ne conduit pas forcément à la prospérité économique. Et de l'autre côté, ceux qui veulent détruire le capitalisme, qui est une idée qui ressurgit aujourd'hui, un peu par contraste avec les adeptes du capitalisme sauvage et du darwinisme social, qui avait pris un grand coup dans l'aile, si je m'exprimais ainsi, depuis la fin de la guerre froide, et qui revient parce que il n'y a plus que des solutions, au fond, il n'y a plus que des solutions extrêmes aujourd'hui. Les gens n'imaginent plus ce qu'on avait imaginé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une espèce de compromis, un compromis historique, entre le besoin de justice, de stabilité, d'ordre, etc. Et puis le besoin d'innovation, de créativité, que porte en lui le capitalisme, la liberté d'entreprendre, la liberté de créer. Voilà, donc on est dans un face-à-face assez tragique, en fait. C'est exactement le contraire de la période des années, période des 30 Glorieuses, et en particulier des années 60, ce qui n'a pas empêché, encore une fois, mai 68, le besoin par moment de faire éclater les cadres, qui était d'ailleurs à l'époque tout le besoin de la jeunesse, parce qu'au fond, les ouvriers à l'époque qui comptaient plus dans la vie économique qu'aujourd'hui, et dans la vie politique, la plupart, même s'ils adhéraient à la CGT ou s'ils étaient proches du Parti communiste, la plupart n'avaient pas du tout pour intention, pour but d'abattre le capitalisme, l'intention de tirer le maximum d'avantages, de la prospérité, tirer de meilleurs fruits de la prospérité, ce qu'ils voulaient, c'est un meilleur partage des richesses, mais il n'y avait pas une envie d'abolir la propriété privée, de s'enfermer dans des frontières hermétiques, pas d'envie d'étatisme. Voilà, c'était beaucoup plus équilibré. Donc on croyait à ce compromis historique, à la possibilité de ce compromis historique entre ce que De Gaulle appelait l'ordre et le mouvement. Voilà, je suis toujours étonné aujourd'hui de voir à quel point on est dans une position presque terrifiante entre ceux qui sont des adeptes de l'ordre et puis ceux qui ne sont des adeptes que du mouvement, qui deviennent d'ailleurs de l'agitation. Mais l'ordre tout seul, c'est mortifère, et le mouvement tout seul, c'est suicidaire. Donc ça explique aussi le fait qu'aujourd'hui, par contraste avec cette période, une espèce de désespérance d'avoir à trancher entre ces deux mouvements. Alors, Henri Guénaud, on va bien sûr reparler de tous les sujets sociaux et d'actualité qui nous préoccupent, mais avant cela, je le disais, j'aimerais un petit peu qu'on parle quand même de vous, bien que je le disiez tout à l'heure, vous n'aimez pas tellement cela. Vous êtes né en 1957 et... sauf à me tromper, je crois que vous n'avez pas connu votre père. Vous n'avez été élevé que par des femmes. Est-ce que c'est difficile d'être élevé que par des femmes ? Non, c'est pas difficile d'être élevé par des femmes. Moi, j'ai été très heureux. Ça a été un bonheur absolu. Vous savez, quand vous êtes aimé, de toute façon, quand vous êtes enfant et que vous êtes aimé, le bonheur est total. Mais ça ne retire pas le manque. Voilà, le manque d'un père, c'est quelque chose qui vous poursuit pendant toute la vie. Voilà. Vous l'avez subi à l'école, cette, on va dire, pas discrimination, mais enfin le fait d'être élevé par une... Non, pas du tout, mais je ne sais pas si vous avez lu Le Premier Homme de Camus, mais vous savez, Camus, ma mère était femme de ménage, donc et je n'avais pas de père. Bon. Et Camus était au fond dans la même situation, sauf qu'il avait un père, mais qu'il était mort très tôt à la guerre. Il avait donc été élevé comme moi par sa mère et sa grand-mère. Et
dans le premier homme, il raconte à l'école, je ne sais pas si ça se fait encore, mais au début de l'année, on remplissait à son époque comme à la mienne, on remplissait des fiches avec nom du père, profession du père, de la mère, etc. Et le père est décédé. Bon, mais ça, c'était pas un problème pour lui, parce que c'était le cas peut-être du tiers de la classe, ils étaient morts à la guerre, donc ça ne le distinguait pas beaucoup des autres. Mais il y avait en dessous la case profession de la mère. Et il a du mal à dire femme de ménage, chercher quelque chose d'un peu plus valorisant. Et après, beaucoup réfléchi, il met domestique. Et il dit, après il a cette expression, et il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte d'avoir honte. Voilà, donc si ça doit se matérialiser d'une certaine manière, ou s'exprimer d'une certaine manière, c'est exactement celle-là, quoi. C'est une page, moi, qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Je trouve que c'est une des plus belles façons de résumer ce genre de sentiment, voilà, que ce soit pour le père qui n'existe pas ou pour la mère. On a un peu de mal à dire que, voilà, à dire au fond ce que sont vos parents ou ce qu'ils ne sont pas. Et voilà, la honte, première fois la honte d'avoir eu honte. Alors, vous avez fait le choix de quitter le sud de la France, d'où vous veniez, puisque c'était d'Arles, je crois. Vous êtes donc venu à Paris pour faire vos études, et là, plus que des brillantes études, puisque vous êtes diplômé d'histoire à la Sorbonne, d'économie à Dauphine et surtout de Sciences Po Paris. Quel regard vous portez justement sur ce qui est devenu Sciences Po aujourd'hui, Sciences Po Paris en particulier? Ça doit vous horrifier, je suppose. Horrifié, je sais pas, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'avoue mon incompréhension. Alors peut-être que, parce que je considère que c'était mieux avant, comme tous les gens de mon âge, l'incompréhension de cette évolution. C'est le temple de l'idéologie libérale centriste, du politiquement correct. C'est même plus correct. ça, non, ça a été. Il y a eu l'idéologie libérale centriste. Bon, après tout, il y a des va-et-vient d'idéologie. Non, c'est ce que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, c'est ce qu'on appelle en termes génériques le wokisme, l'idéologie du genre, voilà, la cancel culture. Enfin, il y a quelque chose qui flotte dans l'air que j'ai du mal à admettre. Et ce qui me gêne un peu, c'est quand même que on est dans la fabrique des élites. Et donc la question, c'est quelles élites ce genre d'idéologie, d'idéologie dominante va engendrer. Voilà, je trouve que ça commence à aller très très loin. Alors c'est pas propre à Sciences Po, mais je trouve que c'est assez gênant dans une institution de ce genre. Voilà, j'ai parfois du mal à reconnaître. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'enseignement supérieur en général aujourd'hui? Pas le niveau de l'enseignement supérieur qui est le plus gênant. Le plus gênant, c'est que c'est le niveau des élèves. Voilà, c'est-à-dire, non mais parce que il reflète l'échec à la fois de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire. Donc, on a fait entrer de plus en plus de gens. Justement, un parcours comme le vôtre aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible, véritablement? Oui, je pense qu'il est possible, mais c'est toujours l'ascenseur social dont on parle tant. C'est toujours possible. Mais ce que je trouve assez frappant, c'est que aujourd'hui, on a tendance à faciliter ce genre de parcours, en fait. On dit, ben voilà, on va permettre à tous ceux qui ont des difficultés, qui viennent d'un milieu modeste, on va leur permettre d'accéder à des établissements scolaires, Qu'est-ce qu'il faut, plus de sélection, à l'université notamment? Non, ce qui me frappe, c'est que on fait des quotas, on fait on donne des avantages au nom de la diversité. Mais, vous voyez,
pour des attributions des places dans les lycées parisiens. Des quotas. Pour les enfants qui sortent de... C'est pas la discrimination positive. C'est plus encore que les quotas, parce que maintenant, c'est géré par un algorithme dont on ne connaît pas tout le mode de fonctionnement, on n'a que le résultat. Hein, mais on sait par exemple qu'il y a une note ce qu'on appelle de position sociale. Donc, c'est plus le mérite qui prime, c'est votre origine sociale. Voilà. En tout cas, ça pèse dans les critères d'affectation. Et ça, je me souviens avoir dit ça un jour j'étais invité à Sciences Po par des associations d'élèves qui invitaient des personnalités à faire des conférences et était venue sur le tapis la question de, on peut appeler la discrimination positive telle que Sciences Po, il y a quelques années, l'a mise en œuvre. Et je disais, mais moi honnêtement, j'aurais eu honte qu'on me donnât une place à Sciences Po parce que ma mère était femme de ménage. Je veux dire, ce qui comptait, c'était le mérite. Je ne veux pas en sortir. Si les enfants viennent de milieux défavorisés, eh bien, il faut les aider à se former, il faut les aider à se mettre à niveau. À une époque, le lycée Henri IV avait trouvé cette formule que je trouvais assez bonne, consistait à dire vous allez, ceux qui pensaient auxquels on pensait qu'ils avaient un potentiel, on va vous affecter dans une classe de mise à niveau. Puis ensuite, on répartira par exemple dans les classes préparatoires et ça, c'est une bonne formule. Je reviens à Camus. Camus vient d'un milieu très, très modeste. Il a évidemment des dispositions que son instituteur, auquel il a écrit une très belle lettre après son prix Nobel, qui est très connu, Monsieur Germain, l'instituteur, lui envoie une lettre pour le remercier de ce qu'il a fait pour lui. Et quand il s'agit de continuer ses études au-delà de ce qu'à l'époque les parents dans son milieu trouvaient normal, c'est-à-dire au-delà de la scolarité obligatoire. Quand on était pauvre, il fallait que les enfants se mettent à travailler le plus tôt possible parce que c'était très difficile de boucler les fins de mois. Et arrive le moment où se pose la question puisqu'à l'époque c'était sur concours, du concours des bourses. Pour continuer, il fallait une bourse, il fallait donc passer le concours des bourses. Et l'instituteur prend les quelques enfants qui avaient un vrai potentiel, une envie de continuer leurs études et qui n'avaient pas les moyens. Il leur dit, je vais vous aider à préparer le concours des bourses, voilà, gratuitement. Et vous demandez à vos parents l'autorisation, et puis les autres enfants reviennent avec l'autorisation des parents, et Camus revient sans l'autorisation de ses parents. Sa grand-mère ne veut pas parce que maintenant il faut travailler. Voilà, c'est l'âge de travailler. Et donc l'instituteur prend le petit Camus par la main, puis il va voir sa grand-mère et sa mère. Et pour les convaincre de le laisser préparer le concours de bourse. Et il arrive à les convaincre. Et il va donc former ces quelques enfants, une fois gratuitement, pour passer le concours des bourses. Et ça, c'est la seule méthode. En tout cas, c'est le seul esprit possible pour essayer de faire de la promotion sociale. Pensez quoi du ministre actuel de l'Éducation nationale? Rien. J'ai mal à penser qu'on a un ministre, puisqu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Moi, je veux pas faire de procès d'intention. Je suis pas en accord sur beaucoup de sujets, sur ce qu'il a écrit dans le passé. Maintenant, il est ministre. Le problème, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas de ministre, quoi. Voilà, on sent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est, au fond, il était peut-être pas fait pour devenir ministre et il a mal à rentrer de plein pied dans ses fonctions, mais pas de ministre. Or, s'il y a bien un ministre dont on a besoin aujourd'hui,
bien le ministre de l'Éducation nationale, parce que la ruine de l'école est une catastrophe totale pour toute la société, pas seulement pour les enfants de cette génération ou pour leurs parents. Moi, je trouve qu'on a... L'école, c'est évidemment, elle a subi les contre-coups de la crise de la société, de ses divisions, de ses... Mais la crise de l'école doit beaucoup aussi aux politiques qu'on a conduites. À partir du moment où on abandonne l'assimilation, où on abandonne le critère du mérite comme unique critère, à partir du moment où on fait qu'on a appelé le pédagogisme, c'est-à-dire où l'enfant devient roi et où l'enseignant n'est plus qu'une sorte d'accompagnateur dans le développement spontané de l'enfant, on détruit l'école. Voilà, je me rappelle un mot de Régis Debray, il disait, vous savez, la différence entre un républicain et un pédagogiste, au fond, elle est assez facile à comprendre. Le pédagogiste, il dit, pour apprendre les mathématiques à Pierre, il faut d'abord connaître Pierre. Le républicain, il dit, pour apprendre les mathématiques à Pierre, il faut d'abord connaître les mathématiques. Voilà. Alors, il y a ça, il y a la dimension, je dirais, idéologique, qui a déserté l'idéologie de l'école républicaine, a déserté l'école de la République, et on le paye très cher. Et puis il y a aussi le sort matériel qu'on a fait subir à l'école et aux enseignants, c'est-à-dire d'abord les rémunérations, la reconnaissance matérielle. La reconnaissance matérielle, on connaît aujourd'hui ces chiffres. C'était un enseignant débuté au début des années 80 à 2 SMIC et quelques, 2,2, 2,3. Aujourd'hui, c'est 1,1 ou 1,2. Donc, SMIC. Donc, vous pouvez plus... La fonction dévalorisée. Elle est dévalorisée, et elle dévalorise d'autant plus que l'autorité de l'enseignant est dévalorisée, que ses conditions de travail sont devenues héroïque, ça exige de sa part. Oui, il se fait frapper par les parents, insulter par les élèves, on le menace, parfois on le tue. Bon, il était impensable quand j'étais enfant qu'un parent rentre dans l'école pour casser la figure à l'enseignant. La fonction était éminemment respectée. Elle était éminemment respectée. Donc la dégradation, alors je ne dis pas que certains enseignants ne sont pas aussi responsables de ça c'est aussi les conséquences de mai 68. Et maintenant, je pense que beaucoup le regrettent, mais la contestation incessante de l'autorité, qui nous renvoie d'ailleurs en partie au pédagogisme, de l'autorité du maître, on en paye le prix. Mais on en paye le prix dans toute la société, parce que quand vous détruisez l'autorité à l'école, vous détruisez l'autorité dans la société, puisque les enfants vont ensuite devenir des adultes. Et, on n'a pas fait respecter sérieusement l'obligation scolaire. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à la question du communautarisme et de l'école. Vous savez, là en France, il y a une obligation de scolarité ou de scolarisation, mais il n'y a pas une obligation d'école. Donc, peut-être réfléchir maintenant à l'obligation d'école, c'est-à-dire, peut-être que il faut donner un statut à ce qu'on appelle l'école, qu'elle soit privée, publique, qu'elle soit sous contrat ou pas, et affirmer qu'un certain nombre de choses ne sont pas possibles dans une école. Voilà, je veux dire, en France, à l'école, on apprend Voltaire, même si on n'aime pas Voltaire parce qu'on est très catholique, ou un peu traditionnaliste, et que Voltaire était très critique vis-à-vis de l'Église, du catholicisme, ou parce qu'on est musulman et parce que Voltaire a écrit des choses qui sont pas très agréables pour les musulmans. En France, on apprend Voltaire, puis après chacun se fait son opinion, et peut ne pas aimer du tout. On apprend Rousseau, on aime. Après, on se fait une opinion et on trouve son bonheur dans la lecture de Rousseau, ou au contraire, on trouve que c'est très critiquable. À l'école, on n'apprend pas le créationnisme en sciences naturelles. On peut peut-être l'étudier un peu en philosophie. C'est pareil pour les questions de genre. Les questions de genre, qu'on en parle dans un cours de philosophie, je peux comprendre. Qu'on en parle dans un cours de ce qu'on appelait à l'époque, dans mon époque, de sciences naturelles. Non, voilà,
Donc à l'école, il y a un certain nombre de choses qu'on doit apprendre parce qu'on est dans... on ne doit pas parler des questions de genre à l'école ? Si, mais je vous dis, on peut en parler en philosophie, je peux parfaitement comprendre, moi. Mais vous voyez, c'est pas la même chose d'en parler en philosophie. Pas la même chose dans un cours de sciences naturelles d'expliquer que le sexe est un construit social ou dans un cours de philosophie. On peut parler de tout, mais il faut savoir dans quel registre et dans quelle discipline. Enfin, c'est le créationnisme, c'est pareil. Vous pouvez faire un cours sur à une époque, on voulait faire des cours d'histoire des religions, parce que le Régis Debray avait beaucoup de, enfin pas de culture religieuse. Hein, je ne sais plus comment on avait appelé ça. On l'avait chargé d'un rapport il y a quelques années pour que les gens apprennent ce que sont les religions. L'école n'ayant pas à choisir. Alors, vous avez le droit d'aller dans une école catholique. Très bien, mais dans une école catholique, vous avez des cours de catéchisme, mais dans les cours, dans le programme que vous devez respecter, si on parle des religions, on doit parler de toutes les religions. Hein, et donc on peut parler aussi du genre, on peut parler on peut parler de tout. Mais pas n'importe comment. Le créationniste, ça va un peu dans un cours d'idées religieuses ou d'histoire des religions, on peut très bien parler de créationnisme. Mais si vous faites un cours sur l'astronomie ou sur il n'y a pas de place dans un cours de ce genre, c'est-à-dire un cours de science, hein, pour le créationnisme. Voilà, oui, ils font des choix, de certaine façon des choix idéologiques, mais il n'y a pas d'école non plus sans idéologie du tout. Hein. L'école de la République, elle avait une idéologie, avait une idée de l'homme, du citoyen, il y avait la morale kantienne, il y avait, un choix, mais alors peut-être que c'est un choix qu'il faut à nouveau clarifier partir d'un débat national, peut-être d'un référendum, je n'en sais rien, mais en tout cas, on a besoin d'être clair sur ce que l'école transmet à nos enfants. Le pire étant qu'elle ne transmette rien, et qu'on fabrique des enfants, et donc des adultes, qui pensent qu'ils n'ont rien, qui ne doivent absolument rien à ce qui s'est produit avant eux. Voilà, le pire est de tuer la transmission. Voilà, c'est comme si les jeunes générations aujourd'hui, une forme des générations spontanées. Hein, le monde commence avec eux, mais non, le monde ne commence pas avec chacun d'entre nous. Le monde a commencé bien avant nous, l'histoire a commencé bien avant nous, l'humanité bien avant nous. Et à la naissance même, nous ne sommes déjà pas des terres vierges. Voilà. Alors, ces sujets m'amènent naturellement à une transition naturelle, c'est le cas de le dire. On parlait des sujets politiques et notamment de votre engagement. Donc à partir, là on va faire un gros bond en avant dans votre parcours. À partir de 1993, vous devenez chargé de mission auprès de Philippe Séguin, président alors de l'Assemblée nationale. Alors deux questions, elles sont très simples. Tout d'abord, à quand remonte véritablement votre engagement politique, Henri Guénaud ? Et comment vous vous définissez politiquement ? Parce que finalement, on a parfois un petit peu de mal à vous classer. C'est parce que vous ne m'écoutez pas assez. Ouais, sans doute. Non, mais... Alors, mon engagement politique est une chose, mes opinions politiques... Votre engagement, d'abord. Non, mon opinion, d'abord, elle date de mon enfance. Un jour, j'aimais bien l'histoire, enfin, j'aimais bien à peu près toutes les disciplines, mais dans les livres d'histoire de l'époque, il y avait des petites vignettes qui étaient des dessins faits à partir de photos. Il y avait un portrait du général de Gaulle avec écrit dessous... La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Bon, je devais avoir 8 ans. Ça, je suis devenu gaulliste à 8 ans. Voilà. Alors, gaullisme naïf. Oui, hein. Beaucoup de gens se revendiquent du gaullisme. Non, mais ça, je m'en fiche, moi, du fait que les gens se revendiquent ou pas du gaullisme. Vous me demandez ce que je suis. Hein, il y a des gens qui disent. Mais j'aimerais bien que vous rappeliez ce qu'est le gaullisme, parce qu'on a tendance à. Il y a des gens qui disent je suis socialiste, il y a des gens qui disent je suis communiste, il y a des gens qui disent je suis centriste, je suis démocrate chrétien. Je suis voilà. Vous me demandez. Moi, je suis devenu gaulliste à ce moment-là, d'un gaullisme naïf, certes. Le gaullisme d'enfant qui ensuite s'est nourri et a pris de... Alors c'est quoi pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, un peu de pédagogie, si vous deviez définir ce qu'est... A pris de l'épaisseur, voilà, il m'a fait ce que je suis sur le plan... idéologique. Oui, idéologique, politique. Enfin, le gaullisme n'est pas une idéologie, peut-être une idée, mais le gaullisme c'est surtout une histoire. Qu'est-ce qu'être gaulliste ? C'est penser que cette histoire qui commence au fond
même si le général a une vie avant, commence le 18 juin 1940 et s'achève en 69. Être gaulliste, c'est penser que cette histoire a encore quelque chose à nous dire. Voilà, vous savez, Malraux disait il n'y a pas de gaullisme après le gaullisme, enfin après De Gaulle, mais c'est pas une idéologie, c'est pas une religion, c'est une histoire. Si cette histoire a encore une signification pour moi, alors je suis gaulliste. En tout cas, c'est comme ça que moi je définis le gaullisme. Si je devais me définir plus largement, je dirais que je suis gaulo-bonapartiste. Voilà. Ça a été une autre de mes admirations d'enfance, Napoléon. Voilà, et ça s'explique à travers l'histoire. C'est-à-dire, vous comprenez ce que c'est quand vous vous penchez sur l'histoire. Vous pouvez pas ouvrir le Capital ou le manifeste du Parti communiste de Marx ou l'œuvre complète de Lénine ou le Petit livre rouge de Mao. Il n'y a pas de Petit livre rouge du gaullisme. Voilà. Il n'existe pas. Le général, d'ailleurs, s'est toujours refusé à ce qu'on écrive une doctrine du gaullisme. Mais il a dit un jour à un de ses compagnons qui voulait écrire une doctrine du gaullisme, qui ne souhaitait pas que ça devienne une religion, et donc il était très opposé à cette idée. Et il avait rajouté, mais ça n'est pas parce que je ne veux pas que ça soit une religion que je marche sans savoir où je vais. Voilà. Donc, si j'avais à résumer, je crois que c'est Malraux qui en a donné pour moi la meilleure définition quand il a dit le gaullisme, c'est la force du nom, N-O-N, dans l'histoire. C'est le nom du 18 juin qui fait écho, disait-il, ça c'est des envolées marluxiennes, qui fait écho à celui de Jeanne d'Arc et à celui d'Antigone. Et il y a quelque chose de très profond là-dedans, c'est-à-dire c'est au fond la plus belle, pour moi, la plus belle expression de la volonté humaine dans l'histoire, la politique comme volonté humaine dans l'histoire, qui s'exprime dans le refus obstiné à tout ce qui menace d'asservir un peuple ou un homme. Voilà. C'est la capacité à dire non. Et au fond, c'est ça la politique. Et c'est ce que nous avons totalement perdu, la capacité à dire non. C'est au fond, à part Malraux, c'est Camus qui dit le mieux ce qu'est ce non. Il dit, dans L'homme révolté, il dit l'homme révolté est l'homme qui dit non. Qu'y a-t-il dans ce non? Vous avez franchi une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même l'esclave, Malraux disait toujours l'esclave, c'est celui qui dit toujours oui, mais même l'esclave a assez de souveraineté en lui, de souveraineté propre, pour dire un jour à son maître non. Il sait qu'il risque sa vie, hein. Voilà. Il sait qu'il rentre dans un processus qui peut être mortel pour lui, mais il n'est au fond pleinement homme, c'est l'expression ultime de la liberté humaine et de la souveraineté sur sa propre personne. Au moment, il dit non, vous avez franchi une limite. Voilà. Et ce non, on retrouve dans l'histoire, on retrouve le 18 juin bien sûr, mais on le retrouve dans les maquis, on le retrouve des gens qui savent qu'ils vont mourir. Enfin, je veux dire, quand on se bat dans les guerres, dans les derniers jours des guerres, on sait qu'on va mourir, on se bat quand même. Voilà. Mais on le transpose dans la politique. Alors, il faut sortir de la période de guerre et regarder ce qu'a été la politique gaullienne quand le général de Gaulle gouvernait la France. Quand le général de Gaulle, ça commence même à la Libération. Moi, je cite toujours cet exemple qui me paraît l'exemple même de ce qui définit la souveraineté. Parce qu'au fond, c'est ça, la souveraineté d'un peuple ou d'un homme. Celle dont parle le général de Gaulle, c'est cette capacité à dire non, qui est inaliénable. En fait, on dit toujours, qui me dit, je suis ainsi un peu des souverainistes, on ne perd jamais sa souveraineté. C'est-à-dire, on ne perd jamais ce droit imprescriptible de dire non. Pour vous enlever les moyens de l'exprimer. On ne peut pas vous interdire son existence même. Voilà, je peux toujours dire non, je peux prendre mes risques, je peux toujours dire non. Et un peuple peut toujours dire non. Vous pouvez lui enlever tout ce que vous voulez, il peut toujours dire non. On a vu des peuples asservis qui un jour ont décidé de dire non.
Ils ont souvent d'ailleurs gagné, même à main nue, contre des forces très, très supérieures en nombre, ou bien ils en sont morts, mais et ce droit, il est imprescriptible et inaliénable. Quand au moment de la Libération, quand les Américains débarquent en France, ils ont un projet. Ce projet, c'est ce qu'on a appelé l'AMGOT, c'est-à-dire soumettre la France à une administration militaire américaine. Ils ont formé des gens pour ça, ils sont prêts à prendre pour éviter un vide institutionnel, pour éviter un désordre et aussi pour éviter que le général de Gaulle prenne le pouvoir. Et de Gaulle s'y oppose. Et pourtant, il s'oppose à quoi? Il n'est au fond pas grand-chose à ce moment-là en termes matériels. Mais il n'a pas la puissance militaire, il n'a pas. Les forces françaises libres, elles sont les forces de la France combattante, elles sont dans l'alliance, elles sont soumises au commandement américain. Il n'a rien. Et il va dire non. Il va dire non à l'AMGOT. Et il va arriver à imposer une administration française, un gouvernement français, contre la volonté des Américains, en particulier de Roosevelt. Donc voilà. Et quand les Allemands opèrent leur contre-offensive dans les Ardennes à l'hiver 1944, Strasbourg a été libéré, est occupé par la troupe française, et l'état-major allié ordonne aux Français, qui en l'occurrence c'était la deuxième division blindée, qui occupe Strasbourg, d'évacuer Strasbourg de façon après à pouvoir organiser une contre-attaque. Et le général de Gaulle s'oppose à l'évacuation de Strasbourg. Alors il a beaucoup de raisons. La première étant que si les Allemands revenaient à Strasbourg, ils tueraient beaucoup de gens. Et il dit: je ne céderai pas un pouce du territoire français. Et ça a pris une crise formidable, parce qu'il ordonne aux troupes françaises de désobéir à un commandement sur lequel les troupes françaises se sont placées. Voilà. Ça, c'est l'expression à la fois de la volonté humaine dans l'histoire, c'est l'expression du non-gaulien, et c'est l'expression ultime de la souveraineté. C'est-à-dire, je vous dis non, voilà. Et ça, on retrouvera ça avec la chaise vide, par exemple, sur la politique agricole commune. On retrouvera ça avec la sortie de l'OTAN. C'est-à-dire, à un moment donné, quelque chose qui paraît presque impossible et pour lequel auquel on oppose un refus obstiné, parce que on veut pas céder sur cette parcelle de souveraineté, qui est la possibilité ultime de refuser quelque chose qui vous semble inacceptable et qui va créer une crise. Mais ça a été le propre du gaullisme, c'est-à-dire accepter une crise limitée pour éviter une crise beaucoup plus grave. Voilà. Donc la force du non dans l'histoire, c'est essentiel. C'est vraiment ce que la politique aujourd'hui ne fait plus. Et c'est au fond ce que lui reprochent les gens, même s'ils ne le formulent pas de cette façon. Cette incapacité de dire non. Aujourd'hui, c'est toujours je peux pas. On peut pas. Bon, très bien, on peut pas. Mais alors, à quoi sert la politique si on peut pas? Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire facilement, mais tout a des conséquences. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais c'est pas la même chose de venir à la rencontre des Français, de leur dire je ne veux pas faire ceci parce que je ne veux pas faire cela, pardon, parce que ça aurait des conséquences qui me paraissent pas bonnes, ou de leur dire je peux pas. C'est pas la même chose. C'est aussi une manière d'assumer une responsabilité politique. Et derrière il y a une idée de l'homme. Vous ne pouvez pas vous passer d'une idée de l'homme en politique. Voilà, Henri Guénaud, vous avez tout au long de votre parcours politique côtoyé de grands noms comme, je le disais, Séguin ou Pasqua. Existe-t-il encore aujourd'hui, pour prendre un peu de hauteur, des personnalités justement de ce niveau et de cette épaisseur? On a l'impression qu'il n'y en a plus trop. Vous avez l'impression? Voilà. Non, mais... Non, enfin, comment vous expliquez la baisse de ce niveau également des politiques? Dans la politique active, pour l'instant, il n'y a à mes yeux plus personne qui ressemble à ces personnages. Mais il n'y a même plus personne qui ressemble aux hommes d'État qu'on aime ou qu'on n'aime pas des années, enfin des 30, peut-être des 30 premières années de
de la Ve République. Il y a l'année dernière, j'ai été invité sur un plateau de télévision après le débat, quelques jours après le débat du second tour de la présidentielle. Et c'était une émission consacrée au débat pluriel de la présidentielle. Et l'émission commence par... Vous avez consterné ce débat, vous, ou pas? Vous n'avez pas trouvé consternant? Mais la réponse est dans ma phrase suivante. On nous passe un tout petit moment du débat de 74, le premier débat de la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. Je n'ai aimé la politique ni de l'un ni de l'autre. Voilà, je n'ai pas d'amour fou pour l'un et pour l'autre, mais quand on voyait ces images, vous aviez l'impression d'être sur une autre planète, voilà. Et on m'a demandé, l'animatrice du Zaberon se tourne vers moi et me dit, alors, vous en pensez quoi? Et mon cri du cœur a été, rendez-les-nous. Voilà. Rendez-nous ce niveau. Oui, mais rendez-les-nous, même eux, je préfère encore. Enfin, je veux dire, vous avez deux intelligences, deux personnes qui ont une épaisseur humaine, historique. Après, on peut détester leur caractère, leur politique. Non, mais on n'a pas honte de la politique. On a l'impression d'avoir qu'on le veuille ou non, des hommes d'État, quel que soit le jugement qu'on porte sur ce qu'a été leur politique. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui me paraît très, très importante, c'est que, et très frappante, ces hommes politiques-là, quand ils prenaient une décision, ils la prenaient en fonction de leurs propres convictions. Encore une fois, on peut les partager ou pas, mais ils ne guettaient pas dans le regard d'autrui, et notamment de leur père, des autres chefs d'État, ou des gens qui les entourent. Ils ne guettaient pas leur approbation ou leur désapprobation. Ils les prenaient et puis ils affrontaient le regard des autres. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés, c'est pas propre à la France, hein, c'est par des gens qui guettent l'approbation dans le regard des autres. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question de caractère. C'est des hommes de cette trempe, encore une fois qu'on les aime ou pas, manquent aujourd'hui cruellement à la politique française. Quand Chirac décide de ne pas aller en Irak, il se fait agonir. Voilà, d'injures, il subit toutes les pressions, mais ça ne le fait pas changer d'avis. Il a mûrement réfléchi à la raison pour lesquelles il veut pas que la France s'engage dans la guerre en Irak. Et ça ne change pas d'avis. Mitterrand avait sa vision, encore une fois, mais c'était la sienne, qui venait de l'histoire, des rapports entre la France et l'Allemagne, l'idée qu'il fallait pas laisser partir l'Allemagne, vivre sa propre vie, parce que pour lui, c'était dangereux, ça lui rappelait un certain nombre d'événements historiques, mais c'était sa conviction. Et ça, c'est quand même, je trouve, le minimum qu'on peut demander à des hommes d'État. C'est ni De Gaulle, évidemment, ni Pompidou, ni Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac. Alors on va justement maintenant, pour cette seconde partie, donc aborder les thèmes d'actualité majeure. Hein. Et le premier d'entre eux, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, sur laquelle vous êtes déjà beaucoup exprimé ces dernières semaines, mais ça évolue beaucoup. D'abord, pourquoi vous avez décidé de vous exprimer sur ce sujet, de sortir de votre réserve, si j'osais, et de monter au créneau? Pas de réserve particulière. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je l'ai fait en mai 2022, pour la première fois, parce que tout simplement, je n'en pouvais plus d'assister à ce à quoi j'assistais sans rien dire, sans pousser un cri. Enfin, comment dire, la guerre, c'est pas une anecdote, c'est pas une plaisanterie, c'est pas. J'avais envie de dire attention. La guerre, une fois qu'on met le doigt dans la guerre, c'est un engrenage et c'est une montée aux extrêmes. La guerre, ça vous amène à faire des choses que vous auriez pensé ne jamais faire dans votre vie, à prendre des décisions que vous auriez pensé ne jamais prendre.
Voilà, c'est Churchill et Roosevelt qui décident de bombarder les villes allemandes, par exemple, et bombarder les civils pendant la guerre, parce que voilà, c'est l'engrenage de la guerre. C'est Truman qui décide de bombarder Tokyo, d'envoyer 2 bombes atomiques sur 2 villes, pas sur des objectifs militaires. Pensez que Truman, il pensait un jour qu'il allait faire ça, non. Non, c'est pas parce que ces gens étaient des cyniques, des monstres, c'est l'engrenage de la guerre. L'engrenage de la guerre est un engrenage de violence qui mène aux extrêmes. C'est mettez des soldats, vous jetez des soldats dans l'enfer de la guerre, ils peuvent se transformer du jour au lendemain en bêtes sauvages. Voilà, donc il faut faire très attention parce que cette escalade de la guerre, on peut très vite en perdre complètement la maîtrise. Voilà, donc c'était mon cri d'alarme, c'était pas ni de donner raison aux Ukrainiens, aux Américains, aux Européens, ni d'absoudre en quoi que ce soit la Russie, Poutine. C'est dire, il faut absolument que nous prenions conscience que nous risquons de mettre peu à peu le doigt dans quelque chose dont, en général, on perd le contrôle. Voilà. Alors c'est vrai avant, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Hein, je me rappelais que ce qui s'est passé, ce qui nous a amené à la guerre, vous y amenez dans un engrenage assez classique dans les montées vers la guerre, hein, dans lequel chacun prête à l'autre à la fois ses propres peurs, ses propres ambitions. Et l'Occident a sa part de responsabilité. Et pourquoi mesurer à la fois, revenir sur cet engrenage, cette part de responsabilité. Certains disent mais c'est pas important, ça c'est le passé. Maintenant, voilà, il y a la guerre, donc et non, il faut y réfléchir parce que découvrir sa part de responsabilité empêche de se penser comme le camp du bien. Et il faut bien comprendre que si nous sommes le camp du bien, et si en face d'ailleurs, les autres se prennent aussi pour le camp du bien, alors il n'y a plus de limite. Le bien peut tout se permettre. Vous pensez que l'Ukraine a une part de responsabilité dans ce conflit ? Bien sûr, l'Ukraine, les États-Unis, plus encore les États-Unis, plus encore les Européens. Enfin, je veux dire, en 91, l'Occident a soutenu Yeltsin contre Gorbatchev. On a beaucoup pleuré sur Gorbatchev quand il est mort. Mais on a choisi. Pourquoi ? Parce que l'Occident voulait, aux États-Unis en particulier, affaiblir le plus possible la Russie. Alors, pas jusqu'au bout, parce qu'il fallait récupérer les armes nucléaires, qu'elles ne soient pas disséminées dans le monde entier. Donc on s'est arrêté au bord du chaos. Mais enfin, voilà, on a décidé de choisir la solution qui l'affaiblissait le plus et qui démantelait quelque chose qui n'était pas que l'Union soviétique en réalité. Hein. C'est l'Empire russe qui était. Donc c'est des siècles d'histoire qui ont été balayés. Avec quand même. Enfin, vous voyez, pourquoi c'est si difficile de dire aujourd'hui ce que vous dites ? Mais je ne sais pas si c'est difficile, moi je le dis, je vais aller un petit peu plus loin. Nous avons fait déjà en sachant parfaitement, comme nous en faisons souvent, hein, à force de mépriser l'histoire, on en arrive là et on répète les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Cette histoire de l'Ukraine, de la Biélorussie, elle n'est pas nouvelle, elle nous est déjà arrivée en 1917. En 1917, la Russie, une fois les bolcheviks au pouvoir, signe la paix avec les Allemands. La Russie perd la guerre, au bord de la catastrophe. Les bolcheviks arrivent au pouvoir justement parce que, au fond, ils décident ce que n'avait pas fait le gouvernement menchevique qui les précédait, ils décident d'arrêter la guerre. Bon, c'était ça. La revendication, c'est celle des soldats qui voulaient arrêter la guerre, qui a fait la révolution, qui a fait chuter le tsar, qui a fait chuter le régime menchevique, et c'est là-dessus que va s'asseoir, pour commencer, le pouvoir bolchevique. Et évidemment, les Allemands dictent leurs conditions. Et donc, à ce moment-là, au moment de la paix de Brest-Litovsk, l'Empire russe se disloque. L'Ukraine devient indépendante, la Biélorussie devient indépendante. Enfin, ce qui s'est passé pratiquement après à peu de choses près, après la guerre froide. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? Il s'ensuit la guerre civile, il s'ensuit
la dictature, le totalitarisme bolchevique, puis il s'en suivra Staline. Il s'ensuit le retour de forces de l'Ukraine et de la Biélorussie dans ce qui va maintenant être l'Union soviétique. Et à quel prix tout ça? Enfin, je veux dire, bon, ça ne sait jamais, les empires, ils éclatent jamais facilement, et ça laisse des traces. Voilà. Est-ce que on peut juste se rappeler de ce qui s'est passé à cette époque-là et des conséquences probablement imprévisibles pour ceux qui ont signé ces accords et qui à l'époque voulaient affaiblir le plus possible la Russie? Est-ce qu'on peut se souvenir de ce qui s'est passé et se dire que faut pas s'étonner que les choses se passent mal dans une configuration qui est au fond assez similaire. Ça n'exonère personne. Vous voyez, enfin, simplement, ça nous enseigne que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait, nous pouvions en prévoir les conséquences. Et ce qu'il faut, c'est que au moins nous assumions ces conséquences. Vous savez, Régis Debray, dans un petit livre sur De Gaulle, qu'il a écrit il y a quelques années, qui s'appelait « À demain de Gaulle », dit « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut ». Bon. Et là, on a l'impression de n'avoir pas voulu et de ne toujours pas vouloir les conséquences de ce que nous voulons. Donc, voilà, on n'a rien fait, contrairement à ce qu'on raconte, on n'a rien fait pour associer la Russie à un nouvel ordre mondial. On n'a jamais... Qui a le plus intérêt à cette guerre aujourd'hui? Je ne sais plus, c'est même plus le problème de l'intérêt. Le problème du plus l'intérêt, vous voyez pas, c'est l'engrenage et l'escalade. Au moins, quand il y a des intérêts, on peut jouer avec les intérêts. Mais là, puis un problème, c'est même plus un problème d'intérêt, c'est un engrenage. Elle est réelle, selon vous, le risque. Mais le risque, il est réel. Puis, vous savez, il y a l'escalade. Le risque, d'abord, il est toujours là, le risque de. Il faut toujours se rappeler de l'expérience des fusées de Cuba et de ce qu'a dit Kennedy après. Il ne faut jamais mettre en tension de pays de puissance nucléaire. Ça a été in extremis, et ça ne s'est pas transformé en apocalypse que parce que deux hommes raisonnables, et sans doute plus raisonnables que une partie de leur entourage, ont réussi à se parler, à comprendre, en tout cas à dialoguer, et à comprendre que c'était pas l'intérêt de l'humanité, ni de leur pays, ni de l'humanité, d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant ce que vous dites, parce que comment vous expliquez justement cette psychiatrisation de Vladimir Poutine, en particulier des Russes en général, qui ressemble beaucoup justement à la façon dont les Soviétiques diabolisaient en leur temps leurs opposants. Est-ce qu'on joue avec le feu ici? La psychiatrisation n'intéresse. Quel regard vous portez sur Vladimir Poutine, vous en particulier, sur son action à la tête de la Russie? Mais vous savez, les empires sont rarement des démocraties. Alors, c'est pas parce que les gens sont aspirent moins à la liberté, c'est parce que... C'est vrai qu'il y a des pays plus sanguinaires avec qui on discute... Non, mais il y a des pays qui ont... Voilà, non, mais d'abord, l'histoire de la Russie est une histoire de violence, c'est de violence terrible, mais de violence aussi parce que elle n'a émergé, elle ne s'est forgée que face à la violence des autres par sa propre violence. C'est-à-dire, donc ça marque très profondément la mentalité russe. Mais il y a autre chose, c'est un empire, c'est une juxtaposition de peuples. Il y a toujours une volonté d'expansion de l'empire. Les empires ont une vocation universaliste au sens, ils n'ont pas vraiment de frontières en fait. Et d'ailleurs nous vivons dans la nostalgie plus ou moins avouée et plus ou moins assumée de l'Empire romain. On voit bien ce que c'est. C'est pas une nation, un empire. Ce qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'est aussi et les pays européens et les États-Unis, c'est aussi l'affrontement entre la nation et l'empire. Et il y a toujours une tension. L'empire, c'est une juxtaposition de peuples. Les nations, en général, reposent sur le cadre de politique d'un peuple. Alors, pas forcément homogène, pas forcément, mais c'est quand même un peuple, c'est-à-dire une population qui a une conscience d'être un peuple et qui agit comme tel.
comme un être collectif. Un empire, c'est fait de plusieurs êtres collectifs, plusieurs peuples qui gardent leurs caractéristiques. Et pour tenir ensemble ces peuples, on ne peut pas le faire simplement par la démocratie, parce que la loi de la majorité ne fonctionne pas. Hein, comme si vous disiez demain, l'Europe c'est bien, on va passer du jour au lendemain, on va passer des démocraties nationales à une démocratie européenne, mais qui donc, quel Danois a envie que son sort soit décidé par l'électeur italien, et quel Espagnol a envie que son sort soit décidé par l'électeur allemand, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a la nation, peut-être, elle ne l'est pas toujours, mais elle peut être un cadre pour la démocratie. Dans ce cadre, on se demande ce qu'est la souveraineté européenne. Hein. Vous me tendez la perche quand Macron parle de souveraineté européenne. Ça n'existe pas, ou alors il faut choisir. Les deux seules souverainetés qui peuvent s'empiler, c'est la souveraineté individuelle, et la souveraineté nationale, ou la souveraineté de l'Empire, comme vous voudrez, mais vous ne pouvez pas avoir une souveraineté au-dessus. La souveraineté est un absolu. Renvoie à notre discussion de tout à l'heure, c'est un absolu, la souveraineté. C'est le roi de France qui dit le roi de France est empereur en son royaume. Il n'y a rien au-dessus. La souveraineté, puisque c'est, enfin, en tout cas à mes yeux, la possibilité ultime de dire non, elle appartient à un peuple ou à un individu, ou à une collection de peuples, si on veut, mais on ne peut pas mettre au-dessus une souveraineté supérieure. On ne peut pas empiler deux souverainetés l'une sur l'autre. C'est juste un non-sens. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Si on dit qu'on est pour la souveraineté européenne, il faut aller au bout, dire qu'on est pour une Europe fédérale, qu'on est pour la disparition des démocraties nationales. Voilà. Alors après, on peut faire un État fédéral comme aux États-Unis, mais on voit bien que pour la France ou pour l'Italie ou pour l'Allemagne, être l'équivalent du Texas ou de la Californie, c'est pas la même chose que d'être l'Allemagne, la France ou l'Italie. Voilà, donc c'est une drôle de façon de vouloir. Enfin, le en même temps est assez compliqué à manier. Donc, on n'est pas en même temps pour la souveraineté européenne ni pour la souveraineté nationale. On peut être pour la souveraineté nationale et pour l'indépendance de l'Europe. Mais l'indépendance, c'est pas une question d'absolu, c'est une question de moyens. Hein, voilà, l'indépendance, c'est comment on trouve les moyens, tout seul ou ensemble, pour pouvoir décider, avoir les moyens de décider le plus par soi-même, sans dépendre des autres. Il faut souvent choisir d'ailleurs le degré d'interdépendance qu'on veut et avec qui. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas seul au monde, hein, personne ne peut vivre seul au monde. Mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est une question de moyens. C'est pas une question c'est pas une question d'absolu. C'est pas une question de fin. Hein. La souveraineté, c'est une fin en soi. Henri Guénaud, pour revenir à cette guerre en Ukraine, est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre, elle témoigne également d'un nouveau rapport de force géopolitique mondiale ? Oui, alors avant de répondre à cette question, je voudrais finir sur les empires et les nations. La forme impériale, elle prend des formes très, très différentes dans l'histoire. Hein. On a les empires, l'empire romain, toujours avec souvent un projet de civilisation, puis après, il y a le Saint-Empire qui est une forme très particulière, puis l'Empire russe, l'Empire chinois. Bon, très bien. Mais elle s'est métamorphosée aussi. Les empires coloniaux, par exemple, hein, où aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le paradoxe de cette confrontation, qui est une confrontation nation-empire, mais le camp des nations, c'en est étonnant, mais le camp des nations, c'est une ruse de l'histoire d'une certaine façon, il est emmené par un empire, c'est-à-dire en tout cas par les États-Unis qui à leur façon sont une nouvelle forme d'empire. Hein, donc on est à la fois nation contre empire et impérialisme contre impérialisme. Voilà. Les États-Unis, dans leur dimension nationale, sont une démocratie. Dans leur dimension impériale, pas du tout. Pas du tout, c'est le rapport de force qui prime. Mais comme l'Angleterre et la France étaient des démocraties, mais vis-à-vis de leurs colonies, pas du tout de démocratie. Voilà. Mais donc on a aujourd'hui, il faut bien garder ça en tête quand on regarde la géopolitique
actuelle, c'est qu'on a plusieurs types de conflits qui se superposent les uns aux autres. Donc on a démocratie contre régime autoritaire, et ça se superpose à mon avis assez bien, nation contre empire. C'est exactement la question ukrainienne par rapport à l'impérialisme russe. Et puis on a impérialisme contre impérialisme, puisque les États-Unis sont aussi aujourd'hui un empire. C'est même un empire global. Voilà. Donc ça change quand même les données du problème, parce que ça veut dire que les choses sont beaucoup plus profondes que simplement la croisade de la démocratie contre la dictature. Et sur le clivage Orient-Occident? Alors d'abord, j'ai remarqué que l'Orient est souvent plus... le rôle de la Chine dans cette guerre. Hein. Mais la Chine, c'est un empire aussi. Également. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays dans le monde qui sont tentés tenter de renouer avec leurs racines impériales, leurs racines civilisationnelles. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Turquie. Donc ce qui se passe dans le monde, c'est que l'Occident n'a pas compris. C'est que à la fin de la guerre froide, le monde était appelé, naturellement, à devenir multipolaire, parce que la colonisation étant terminée, la guerre froide étant terminée aussi, la page de l'occidentalisation du monde était tournée. Et si elle était tournée, il fallait que l'Occident accepte le monde multipolaire, accepte que tout le monde ne pense pas comme lui, accepte que chacun choisisse sa voie. Et l'Occident n'a pas accepté, en fait, notamment les États-Unis. C'est-à-dire, l'Occident est parti d'une affirmation suivante: c'est un monde multipolaire. De toute façon, d'abord, c'est un monde plus instable que le monde bipolaire de la guerre froide, et a fortiori que le monde unipolaire. Et donc il a, sur tout ce qu'il avait construit déjà après la Seconde Guerre mondiale, il a bâti une politique visant à installer ce monde unipolaire et à sanctuariser sa toute-puissance, en fait. Avec en tête les États-Unis, bien entendu. Vous voyez, par exemple, la question du droit international, au sens général comme au sens d'ailleurs du droit pénal international, c'est un droit que les Occidentaux ont forgé. C'est le droit des Occidentaux, en réalité. Et que les Occidentaux veulent imposer au monde entier, et dont le monde entier, en fait, ne veut pas, et que l'Occident lui-même ne respecte pas pour lui-même. On connaît bien cette histoire. Le Kosovo, c'était une entorse au droit international. L'intervention en Irak, contraire au droit international. L'intervention en Afghanistan aussi. Alors, la Libye, elle a eu l'autorisation de l'ONU. Elle a excédé très vite son mandat, la force d'intervention a excédé très vite son mandat parce que c'est l'engrenage de la guerre. On pourra en parler, c'est presque un cas d'école. C'est-à-dire, on commence en disant on va juste sauver les populations de Benghazi, et puis on est entraîné par l'engrenage de la guerre. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu des complots internationaux pour faire assassiner Kadhafi. Mais personne au départ, je peux en témoigner, n'avait l'intention ni de faire la guerre, ni d'abattre le régime. Mais l'engrenage de la guerre a conduit chacun à faire ce qu'il n'avait pas eu au départ, l'intention de faire, avec les conséquences qu'on connaît. Bon, on y a échappé de peu avec la Syrie. Il y a toujours cette tentation, il y a eu, en tout cas depuis 1991, cette tentation de l'Occident d'imposer sa loi au monde. Alors ça s'est matérialisé dans les idées par les théories sur la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que, derrière, il y a l'idée que, au fond, tous les hommes aspirent exactement à la même chose, même type de société, mêmes institutions, à la même idée
que nous nous faisons de la liberté, de la démocratie. Ce n'est pas vrai. Voilà, non, les autres ne pensent pas tous comme nous et n'ont pas forcément envie de penser comme nous. Et donc, il faut regarder cet affrontement non seulement avec l'Asie, mais aussi avec ce qu'on appelle le Grand Sud. Il y a aujourd'hui une nécessité pour l'Occident, sauf à passer son temps à faire la guerre à tout le monde, une nécessité à admettre que le temps de l'occidentalisation du monde est terminé. Alors c'est d'autant plus, il y a quelque chose de... La deuxième ruse de l'histoire, c'est quand même que c'est au moment où l'Occident est en train de nier sa propre civilisation, de l'abîmer ou de la miner de l'intérieur, qu'il se propose d'aller encore plus loin dans l'occidentalisation du monde. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Vous pensez quoi de l'action d'Emmanuel Macron dans ce conflit ? Je pense que je renvoie à notre discussion de tout à l'heure, c'est que Emmanuel Macron a eu une intuition au départ qui était plutôt bonne, en disant il faut pas acculer la Russie. Ce que je crois, c'est qu'on n'a rien fait pour empêcher la guerre, et avant qu'elle arrive, et après on n'a rien fait pour l'arrêter. Voilà, qu'est-ce qui aurait empêché la France de faire ce qu'ont fait la France et l'Allemagne en 2008, par exemple, en s'opposant à l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi n'a-t-on pas essayé de trouver un accord avec Vladimir Poutine sur le fait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'Union européenne, et puis négocier le statut de Lugansk et du Donbass, et puis régler définitivement la question de la Crimée. Voilà. Pourquoi c'était tout. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que tous les spécialistes de géopolitique, qui sont anciens secrétaires d'État, professeurs d'université, américains et occidentaux en général, mais américains en particulier, ont prévenu pendant des années qu'étendre l'OTAN aux frontières de la Russie allait poser des problèmes. On a même une note de M. Burns, qui est aujourd'hui le patron de la CIA, qui était en 2008 ambassadeur des États-Unis à Moscou, et qui écrit à Condoleezza Rice que si on c'est le moment où l'Ukraine est candidate à l'entrée dans l'OTAN, si on fait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, on va avoir un vrai problème avec la Russie. Et dit-il, quelles que soient les tendances politiques russes, il dit, j'ai vu tout le monde, les opposés, les partisans de Poutine, les opposants, il y a personne qui considère que ça ne considère pas ça comme une menace, et il est probable d'ailleurs que la Russie prendra, dans ce cas, prendra des gages, notamment en Crimée, en étant en 2008. Hein. Donc tout est écrit, même Kissinger explique que l'Ukraine, faut que l'Occident comprenne, l'Ukraine, c'est pas pour la Russie un pays comme un autre, et que donc il faut que ça reste un pont entre l'Orient et l'Occident, et qu'en fait la solution, probablement, elle a été soutenue par beaucoup de gens. C'était la neutralisation de l'Ukraine sur le modèle finlandais ou sur le modèle autrichien pendant la guerre froide. L'Autriche a récupéré sa souveraineté, sa liberté par la neutralisation. Tout le monde s'est retiré, les Russes d'un côté, les Occidentaux de l'autre. On a laissé l'Autriche vivre sa vie. Et voilà, c'était pas. La neutralisation n'est pas un drame. La Finlande a gardé sa souveraineté depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, en passant à travers le stalinisme, grâce à la neutralité. Voilà. Donc on aurait pu en tout cas essayer, je ne sais pas si on aurait arrêté la guerre, mais on a, à mon sens, rien essayé. Voilà. Et je constate que le président de la République... Vous n'êtes pas pour envoyer plus d'armes à l'Ukraine? Mais je crois que c'est pas... Il ne faut pas prendre le problème comme ça. Je pense que les armes, les expéditions d'armes, c'est un moyen de négocier. Enfin, c'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Occident a quelque chose à dire dans cette guerre. Non seulement parce qu'il y a ça a des conséquences sur lui, mais aussi parce que à la fois il a mis en place des sanctions qui pourraient éventuellement retirer si
peuvent être un objet un sujet dans la négociation. Et puis, la livraison d'armes. La livraison d'armes fait qu'il a son mot à dire. C'est pas seulement une affaire entre l'Ukraine et la Russie. C'est aussi notre guerre, selon vous. Faites cette expression, comme beaucoup le contestent d'ailleurs. Mais Si, c'est d'une certaine... c'est notre guerre parce qu'on est engagé dedans et parce que ça a des conséquences sur nous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, moi, ce que je ne comprends pas... Non, les Français n'ont pas été consultés, Henri Guénaud. Oui, d'accord. Et alors ? Et ça n'empêche que la France, elle est engagée. Bon, voilà, les Belges non plus, les Pays-Bas non plus. Bon, donc au mépris de la consultation et du choix des peuples. Peut-être que les peuples, s'ils étaient consultés... Non, mais peut-être. Mais en attendant, on est engagé. Voilà, on peut toujours dire, juridiquement, on n'est pas co-belligérant. Enfin, on est engagé. Mais ce qui veut dire que ça a une conséquence. La conséquence, c'est que ça n'est pas que l'affaire des Russes et des Ukrainiens. C'est pas quand on dit mais les Ukrainiens, on va se battre jusqu'à la victoire finale. Laquelle? Celle des Ukrainiens. Bon, c'est quoi la victoire finale? Ça va jusqu'où? Sur Lech Walesa, l'ancien devenu président de la Pologne, après s'être battu contre les soviétiques, lui il dit il faut aller jusqu'au démantèlement de la Russie. Bon, donc c'est quoi? C'est le démantèlement de la Russie, c'est la chute du régime russe, c'est la reconquête de la Crimée par l'Ukraine. Quel est le but? Est-ce que c'est seulement aujourd'hui, il appartient seulement aux Ukrainiens d'en décider? Et seulement aux Russes, on les laisse en face à face. Nous, on continue à fournir des armes, à prendre des sanctions, et c'est eux qui décident. Non, on est la troisième, l'Occident est la troisième partie à ce conflit, et donc il a son mot à dire. C'est pas de même que les membres de l'OTAN ont leur mot à dire sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Quand on me dit oui, mais l'OTAN, c'est un pays souverain, il décide d'être candidat. M. Erdogan considère que la Suède a décidé d'être candidat, que c'est pas pour autant qu'elle va entrer dans l'OTAN si elle se met pas d'accord avec la Turquie. Voilà. Donc, il dit moi tant que mes conditions seront pas remplies, vous rentrez pas dans l'OTAN. Comme c'est à l'unanimité. Et à l'inverse, la question de la sortie de l'OTAN, comme beaucoup aussi le suggèrent. Alors, d'abord, je pense que dans les circonstances actuelles, c'est pas d'actualité. D'autre part, il faut savoir si on parle de la sortie des organes militaires intégrés ou de la sortie de l'OTAN. Moi, je pense qu'il va falloir après tout ça s'interroger sérieusement sur ce qu'est l'OTAN, sur ce que veut l'OTAN et ce que nous voulons. Pour ce qui nous concerne. Voilà. Si l'OTAN, c'est une alliance défensive, comme ça devrait l'être, il n'y a aucun problème à rester dans l'alliance atlantique. Après, on peut discuter des organes militaires intégrés, mais honnêtement, le commandement militaire intégré ne change pas grand-chose à l'affaire. Hein. C'était pas la même chose en 1966, où il y avait des bases de l'OTAN en France. Mais si l'OTAN, c'est une forme de subordination à une politique de défense américaine, voire à une politique la politique étrangère des États-Unis, là, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que c'est exactement la phrase du général de Gaulle en 1966. La France ne veut pas, elle sera aux côtés de ses alliés s'ils sont attaqués, en condition de ne pas être responsable même de l'agression, mais elle ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre dont elle ne voudrait pas. Voilà. Donc, et là, on a l'impression que tout le monde se couche en Europe. Alors je comprends très bien les pays de l'Est, mais on n'est pas obligé d'indexer notre politique, notre défense, notre avenir sur les pays de l'Est qui ont vécu de tels, je pense à la Pologne en particulier, aux Pays-Baltes, mais la Pologne, qui ont vécu de tels drames dans l'histoire qui ne peuvent pas s'affranchir de ces souvenirs-là. Mais la France n'est pas la Pologne, et il n'y a pas de raison de se laisser entraîner comme on est en train de le faire dans un conflit sans avoir son mot à dire. Alors le mot des dirigeants comme le mot des peuples, mais là, moi j'ai été très frappé au moment de ce qu'on a appelé l'AUKUS, en Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis au moment de l'affaire des sous-marins. Pas seulement parce que les Américains nous ont taillé des croupières sur le contrat de livraison des sous-marins à l'Australie, mais parce que les États-Unis ont décidé, en se réunissant à trois, de livrer des
de livrer des sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie, en violation sinon de la lettre, du moins de l'esprit du traité de non-prolifération, sans prévenir leurs alliés. Or, cet acte était manifestement une sorte d'acte de pré-guerre froide vis-à-vis de la Chine. Je ne dis pas que la Chine n'est pas un problème, ne peut pas devenir une menace, mais enfin, on a quand même quelque chose à dire sur la marche vers une guerre froide. Voilà, voilà, donc il y a quand même un vrai problème avec l'OTAN qu'il va falloir mettre sur la table. C'est avec ce principe ne pas se laisser, ne pas créer un système dans lequel nous pourrions nous laisser entraîner dans une guerre dont nous ne voudrions pas. Voilà. Bon, et puis le parapluie, vous savez, le parapluie de l'OTAN, la France a sa propre dissuasion nucléaire, comme De Gaulle l'avait fait remarquer en 1966. Et maintenant que l'Union soviétique a aussi la bombe atomique, nous ne sommes plus aussi certains de la garantie apportée par les États-Unis, parce que tout le monde parle de Munich, mais peut-être que le pire Munich qui menace, on a plusieurs types de sorties à ce conflit. Il y a dislocation de l'Empire russe, il y a le rapprochement de la Russie, de la Chine, de l'Iran, etc., avec au milieu la Turquie qui va chercher sa propre voie au centre de l'Eurasie. Et puis, il y a la victoire russe qui mènerait la Russie jusqu'aux frontières de la Pologne. Bon, on vivrait dans une espèce de guerre froide très tendue pendant très longtemps. Il y a aussi la solution coréenne, c'est-à-dire cesser le feu, puis pendant des décennies, il ne se passe plus rien, on met des barbelés au milieu, puis voilà, avec des incidents de temps en temps. Mais dans tous les cas, l'Europe est perdante dans toutes ces affaires-là, dans toutes ces situations-là. Mais il y en a une autre, c'est notre forme de Munich. C'est qu'au pied du mur de l'engrenage et de la guerre totale, tout le monde laisse tomber l'Ukraine. Parce que si les choses deviennent très dangereuses, qui nous garantit que les États-Unis vont rester? Et qui garantit à l'Ukraine que les peuples européens vont tous vouloir prendre ce risque ultime? Il faut se rappeler de la Seconde Guerre mondiale, enfin, et de 1938. Les gens qui parlent qui parlent du Munich 1938 en parle d'une façon quand même, je trouve assez désinvolte. Qu'est-ce qui s'est passé en 1938? En 1938, il y avait plus beaucoup de choix à Munich. Il n'y avait plus beaucoup de choix parce qu'on avait laissé passer toutes les occasions depuis 1933, plus les bombes à retardement qu'avaient laissé les traités de paix en 1919-1920. Et puis se poser le problème de savoir comment on pourrait aller sauver la Tchécoslovaquie. Pour sauver la Tchécoslovaquie, les troupes françaises ne pouvaient pas y aller. Il fallait que la Pologne permette à la Russie, enfin l'Union soviétique de l'époque, de laisser passer l'armée rouge. Ni la Pologne ne le voulait pas, l'Angleterre encore moins. Donc il n'y avait pas de moyens. On avait aussi promis à la Finlande qu'on l'aiderait si elle était attaquée. Personne n'y est allé. Parce que c'était très compliqué, parce que la Suède ne voulait plus qu'on fasse passer des troupes chez elle, et parce qu'au fond, personne n'avait envie à ce moment-là d'y aller. Et en 1939, on a bien déclaré la guerre quand la Pologne a été envahie, mais on est resté derrière la ligne Maginot. Et Staline et Hitler se sont partagés la Pologne. On n'a pas bougé, on a déclaré la guerre, on n'a pas bougé. Enfin, ce risque, le risque, il est là, le vrai risque. Si on se place du point de vue de la morale de Munich, il est qu'au dernier moment, devant le plus grand danger qui soit, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine se rendent chez eux. Voilà. Moi, encore une fois, ce qui me frappe, c'est l'inconséquence. C'est-à-dire, personne ne veut regarder les conséquences de ce qu'on fait, ne peut essayer d'évaluer quelles sont où tout cela peut nous mener. On se contente de dire,
Voilà, c'est très bien. C'est le problème des deux. Nous, on livre des armes, on fait des sanctions, on est du côté de l'Ukraine, mais c'est l'Ukraine qui décide où elle s'arrête. Bon. Alors, on a quand même les Américains ont quand même mis une limite. Ils ne sont pas très satisfaits pas très, en tout cas, partisans que l'Ukraine ait bombardé le territoire même de la Russie. On a vu que beaucoup d'officiels américains trouvaient que la Crimée, ça serait une question très, très compliquée. Voilà, personne n'a réellement envie d'aller jusqu'au bout d'un conflit qui peut devenir terrifiant. Et en même temps, on voit tous les jours l'engrenage de la guerre parce que personne ne voit plus loin que le jour même ou le lendemain. C'est un donne un char, le voisin dit moi je vais en donner deux, et puis fait une espèce de surenchère surenchère verbale. Donc vous êtes pessimiste? Non, mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'optimisme. Le pessimisme et l'optimisme, ce sont des facilités. On peint en noir ou on peint en rose. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je dis simplement que les risques sont considérables. Voilà. Donc, est-ce que nous prenons en compte ces risques? Est-ce que nous avons bien compris où ça pouvait nous mener ou pas? Voilà. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt ou pas. Voilà. C'est plutôt pas, c'est-à-dire que personne ne veut savoir. Voilà. Personne ne veut savoir. Il faut être parmi ceux qui donnent le plus. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas. La morale a sa place dans la géopolitique. La morale a sa place partout. Ça dépend de ce qu'on appelle la morale. La morale a sa place partout, heureusement. Enfin, la question est de savoir ce qu'on appelle la morale. Si la morale, c'est de faire tuer le plus de gens possible, c'est une morale assez discutable. Si la morale, c'est de... moi, j'ai une obsession, mais qui est une obsession morale, politique, philosophique. C'est que la question du tragique est centrale dans ce que nous faisons. J'ai cité je me répète, mais dans ma tribune du mois de mai, cet épisode raconté par René Char quand il était chef de maquis dans la Résistance. Et René, pour faire comprendre ce qu'est la question du tragique, et il est avec ses maquisards au-dessus d'un village. En bas, les Allemands arrivent dans le village pour arrêter un maquisard qui est caché là. Et il raconte, tous les yeux, tous les regards de mes compagnons attendaient mon ordre de tirer. De là où on pouvait tuer tous les Allemands. Ils ne savaient pas qu'on était là, on les avait tout à fait en ligne de mire. Et je n'ai pas donné cet ordre. Je n'ai pas donné cet ordre parce que si je l'avais donné, les Allemands, on aurait tué tous les Allemands, on aurait sauvé notre copain, et les Allemands seraient revenus, auraient massacré le village. Ça, c'est être confronté au dilemme tragique. Et se débarrasser de ce dilemme tragique, c'est pas moral, c'est immoral. C'est-à-dire dire, moi ça m'est égal, hein, c'est pas moi, les Allemands d'abord, ceux-là c'est des salauds, des SS ou des nazis. Et en plus ils sont là, ils ne devraient pas être là, ils devraient être en Allemagne. Donc on les tue, c'est très bien, c'est moral. Je sauve mon copain, c'est moral. Puis le reste, c'est pas ma responsabilité. C'est les Allemands qui vont venir massacrer le village. Moi, je suis pas responsable. Et si, les Allemands sont responsables. Mais celui qui prend cette décision au moment où il faut la prendre, où il a à la prendre, il a une responsabilité. Il peut pas ce qui est immoral ou amoral, comme vous dites, c'est de se dégager de cette responsabilité. C'est de dire, mais moi, ça me concerne pas. Donc, c'est-à-dire, la morale, elle est dans le cas de conscience, dans ce déchirement de la conscience, au moment où vous avez ce genre de décision à prendre. Et on se demande si ce cas de morale anime nos politiques actuellement. Elle n'est pas dans la bonne conscience. Et d'une façon générale, en politique, elle n'est jamais dans la bonne conscience. Et pour un homme comme pour un responsable politique, pour un citoyen ordinaire, pour un individu, elle est toujours dans le cas de conscience. Ne pas avoir de cas de conscience, c'est ne pas avoir de conscience. Alors est-ce que nous nageons dans la bonne conscience? C'est moral? Moi je trouve pas.
Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.